Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On attend quelques minutes que les personnes qui souhaitent se connecter puissent le faire et on va commencer d'ici quelques minutes. Merci. Bonjour à tous encore une fois. Donc merci à Citron pour l'événement et pour l'invitation. Donc je suis Valentin Debriès, conseiller sobriété à l'ADEME et je vais vous parler pendant une heure, enfin échange compris, de la sobriété et de la place de la sobriété, de sa contribution pour atteindre les objectifs énergie-climat d'ici 2050. Ça va reposer toute cette présentation sur une étude qu'on est en train de finaliser à l'ADEME, qu'on va publier dans les semaines à venir, qui s'inscrit dans un projet prospectif qui s'appelle Transition 2050 que vous avez peut-être déjà entendu mentionner, mais de toute façon, je vais faire les rappels de contexte nécessaires. Donc justement, je commence par un peu préciser ce que c'est ce projet Transition 2050. Donc l'idée, c'est de mener, donc ça a été fait en 2021. L'idée était de mener un travail prospectif complet qui a impliqué toute l'ADEME pour montrer des chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, donc qui est le gros objectif climat qu'on s'est fixé. Mais il y a beaucoup de manières possibles de l'atteindre. Et donc on a proposé quatre scénarios différents, très contrastés, volontairement très contrastés. On a pas mal poussé les curseurs, les différents curseurs possibles. Donc, avant de rentrer dans l'explication, la description des quatre scénarios, juste donner quelques éléments de calendrier. Donc, ça a été publié il y a 2 ans, à la rentrée 2021, et depuis, régulièrement, on publie des études autour de ce projet-là. Et fin octobre là, de cette année, on va publier, bon, la date n'est pas certaine, mais c'est en gros fin octobre, dans les semaines à venir, on va avoir une nouvelle série de publications sur des nouveaux sujets, donc notamment sous forme de feuilleton qui est le nom des publications thématiques autour de ce projet qu'on s'est donné. Et donc, il va y avoir des éléments sur le numérique, sur l'empreinte carbone et l'empreinte matière, et aussi sur la sobriété. Et donc, l'étude que je vais vous présenter là fera partie de cette vague de publications. Un autre commentaire avant de vous parler des quatre scénarios. Il ne s'agit pas, ce projet-là, d'illustrer la planification écologique du gouvernement. Donc, évidemment, il y a des liens. Évidemment, on fait partie des discussions interadministration sur la planification écologique. Mais donc, ces scénarios, ils ont été faits avant, évidemment, les annonces récentes sur la planification écologique et dans une logique différente. C'est-à-dire que c'est une étude prospective pour donner des éléments de réflexion, des éléments techniques sur le déploiement des différents leviers, mais c'était pas normatif. C'est-à-dire que l'ADEME n'a pas dit il faut faire ça, ou ça va se passer comme ça, ou on prévoit par notre action de mener la France vers sur tel chemin. C'était vraiment une étude exploratoire à la différence de la planification, qui est une démarche politique de planifier l'action du gouvernement en indiquant un chemin dans les grandes lignes à prendre. Donc c'est vraiment deux exercices différents. Évidemment, ils ont des points communs, mais ce que je vous présente là, ça n'est pas une déclinaison de la planification écologique annoncée par le gouvernement. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je peux un peu vous décrire les scénarios. Donc, ils ont été construits du plus sobre au moins sobre. Donc, le S1, donc scénario 1, s'appelle Génération frugale, et donc c'est celui qui pousse les curseurs de la sobriété le plus loin. Et donc, ça passe par des changements de comportement assez radicaux et un recours limité aux technologies, surtout les technologies qui ont un degré d'incertitude parce qu'elles sont pas encore complètement matures. Donc voilà l'univers global du premier scénario. Vous avez en quelques mots-clés qui illustrent cette logique-là. Le deuxième scénario mise aussi pas mal sur la sobriété, sur des changements assez radicaux, mais une sobriété moins radicale, un petit peu moins radicale, plus coopérative. Et elle mise aussi sur la réindustrialisation de certains secteurs industriels. Donc
une des spécificités de ce scénario. Le troisième scénario mise beaucoup plus sur la technologie. Il implique tout de même des efforts de sobriété et des changements de comportement, mais de façon un peu plus limitée que les deux premiers. Et il repose donc sur quelques technologies importantes de décarbonation. Donc voilà, par exemple, l'hydrogène y est pas mal déployé dans ce scénario. Et enfin, le dernier scénario, donc le S4, est donc lui a priori le moins sobre, et il vise en fait à conserver les modes de vie actuels dans ses grandes caractéristiques et à parier sur la technologie pour en réduire les impacts. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est des éléments qualitatifs sur les scénarios. C'est comme ça qu'ils ont été construits. Donc, ce sera important dans la suite et dans l'objet de l'étude. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, pour le scénario 1, on va mobiliser à 60% la sobriété, pour le scénario 4, pas du tout. Donc, c'est pas comme ça que ça s'est fait. On est parti d'éléments qualitatifs, on a créé des récits globaux sur ces scénarios qui nous semblaient cohérents. Et ensuite, on a modélisé les évolutions des grandes variables de chaque secteur. Puis, on a calculé les impacts globaux et les données macro de chaque scénario. Une autre précision importante, c'est qu'il y a en fait un cinquième scénario, un zérotième, le S0, qui correspond à un scénario tendanciel. C'est-à-dire qu'on imagine, bon, c'est les scénarios business as usual qu'on voit dans tout ce genre d'exercice. J'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses, donc pas dans le chat général, puisque donc voilà, j'ai sous les yeux l'onglet questions et réponses. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Bon, une fois que j'aurai fini, il y aura un temps dédié à ça, mais notamment s'il y a des problèmes de compréhension, ce serait dommage de passer dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les regarderai de temps en temps et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Ou si c'est très général, j'y répondrai à la fin. Voilà. Donc voilà une présentation du projet Transition 2050. Donc ensuite, il y a quelques chiffres sur l'énergie et sur les gaz à effet de serre. Donc bon, je m'y arrête pas, mais c'est juste pour vous montrer une idée des grandes données qui vont m'intéresser, puisque donc, dans la suite, je vais parler de réduction de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez sur le graphique de droite, par scénario, l'évolution des consommations d'énergie. Donc ça, c'est la consommation globale, c'est la demande finale d'énergie en France. Donc on voit des baisses importantes qui varient d'un scénario à l'autre, mais on a plus qu'une division par deux dans les deux premiers scénarios et une division d'un quart dans le dernier et de 40% pour le troisième. Voilà, donc il y a le détail des vecteurs énergétiques, mais je m'arrête pas dessus. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est les émissions territoriales, hein. Dans toute la suite, je vais parler d'émissions territoriales très à la marge d'empreinte, mais voilà, ce sera les émissions territoriales en France métropolitaine. Donc on voit que tous les scénarios atteignent la neutralité carbone. C'était de toute façon, c'était dans le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on s'est donné comme contrainte qu'on devait atteindre la neutralité carbone, puisque c'est l'objet même de l'étude, c'était de présenter comment atteindre la neutralité carbone. Donc, bon, on voit même que certains scénarios atteignent un peu plus que la neutralité carbone, parce que les premiers scénarios, donc c'est la ligne rouge, sont un peu en dessous de zéro en émissions nettes. Euh, donc voilà, tout l'objet de l'étude après, c'est de voir comment on atteint ce résultat. Donc j'ai une question, qu'est-ce qu'on entend par frugalité contrainte? Ben, c'est-à-dire qu'il y a une partie en fait des mesures mises en place dans le scénario 1, donc c'était un des mots-clés du scénario 1, qui sont en fait imposées par des réglementations. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Bon, ce qui est déjà le cas de toute façon aujourd'hui et ce qui est le cas dans tous les scénarios, mais c'est beaucoup plus poussé dans le premier scénario. Voilà ce que je voulais vous dire sur Transition 2050. Donc maintenant, l'objet de l'étude, c'est identifier la part de la sobriété dans les évolutions de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je m'arrête un instant sur le terme de sobriété. Donc, on en a énormément entendu parler ces derniers mois. La définition est plus ou moins claire selon qui parle ou selon qui entend. Donc, bon, à l'ADEME comme
d'autres institutions comme Negawatt, qui a vraiment été précurseur sur le sujet, mais aussi le GIEC. On a proposé une définition. Bon, les différentes définitions ADEME, Negawatt, etc., se recoupent largement. Donc là, je l'ai reproduite. J'ai mis une définition ADEME parce qu'en fait, on est en train de la retravailler. Elle a quelques améliorations possibles. Donc, une nouvelle sortira dans les prochains mois, mais la logique restera la même. Donc, bon, je la lis rapidement. Dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts sur l'environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation et, plus globalement, nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective. Bon, donc tous les termes sont importants, mais je m'arrête juste un instant sur questionner nos besoins. Donc c'est vraiment le cœur de la définition et c'est ce qui différencie la sobriété de l'efficacité. Donc l'efficacité, en gros, c'est produire la même chose, consommer la même chose, mais en consommant moins, soit d'énergie ou de manière plus générale à limiter les impacts sur l'environnement et la consommation d'intrants dans le processus. Donc ça, c'est l'efficacité, c'est faire la même chose mais mieux. Alors que la sobriété, c'est ben, réfléchir aux besoins pour les réduire pour dans le même but, donc qui est de réduire les consommations, les différentes consommations et les différents impacts. Donc, la sobriété n'est pas synonyme d'économie d'énergie, contrairement à une tendance qu'on peut observer parfois dans certains discours médiatiques ou politiques. Ça se distingue de deux façons. Donc, d'une part, parce que les économies d'énergie ne passent pas que par la sobriété, donc il y a aussi l'efficacité, comme je disais, et aussi parce que la sobriété ne se limite pas à l'énergie. Donc, il y a plusieurs dimensions de la sobriété. Certaines peuvent avoir, in fine, un impact sur l'énergie. Par exemple, on peut parler de sobriété alimentaire. Ça permet, in fine, d'économiser de l'énergie dans le sens où ce qu'on ne produit pas, ça économise l'énergie liée à la production. Mais c'est un effet qu'on pourrait appeler indirect qui est différent de faire attention à pas laisser les lumières, enfin, limiter l'usage de la lumière, où là c'est un effet, une sobriété énergétique beaucoup plus direct. Dans la suite, on va parler de sobriété, enfin je vais parler de sobriété en général, c'est-à-dire pas que la sobriété directement énergétique, mais la sobriété dans ses impacts sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà ce que je voulais dire en contexte, donc à la fois sur Transition 2050 et sur la sobriété. Et donc je vais passer un peu plus précisément sur l'étude que j'ai déjà mentionnée. Donc bon, j'ai déjà donné le but de cette étude, mais je le rappelle. Donc là, je parle de l'étude spécifique dans le cadre de Transition 2050 qui porte sur la sobriété. Donc le but de cette étude, c'est avant tout quantitatif, c'est-à-dire que c'est avant tout une étude sur les données. Et le but, c'est de décomposer les variations de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les scénarios en une somme des effets des grands types de leviers, dont la sobriété, mais pas que. Donc là, vous voyez un exemple de graphe qu'on sort dans les calculs qu'on a fait pour cette étude-là. Donc bon, là j'ai mis un exemple, je m'arrête pas sur l'interprétation des résultats, mais c'est pour vous donner une idée des résultats. Bon, dans la suite, j'ai pas présenté les résultats comme ça, je fais quelque chose d'un peu plus compact, mais ça vous donne la logique. Donc on a une consommation d'énergie, donc tout à gauche, qui est la référence, donc 100%. Donc là, en l'occurrence, c'est transport de voyageurs dans le premier scénario, enfin, dans le S0, donc le scénario tendanciel. On a un effet population. Donc là, la manière de lire le scénario, donc la deuxième barre, c'est pour dire que l'effet population fait que la consommation d'énergie augmente de 5%. Et alors, donc l'effet population, c'est juste dire que la population augmentant, la consommation va augmenter. C'est vraiment purement un effet d'augmentation de la population. Donc c'est un effet plus 5%. Ensuite, la sobriété, un effet aussi plus 5%. Donc dans ce cas-là, c'est l'inverse de la sobriété, c'est de l'ébriété, puisque donc dans les scénarios sobres, on verra que la sobriété a un effet négatif dans le sens où elle réduit les consommations. Et donc ensuite, on a de l'efficacité qui, dans cet exemple-là, permet une baisse de moins 23%, ce qui au total permet de réduire la consommation. Donc si vous sommez tout ça, ça fait moins 13%, et donc d'arriver en 2030 à 87%. Et donc il y a la même chose ensuite jusqu'à 2050. Voilà donc les calculs qu'on a fait. Et donc on a fait ça pour différents secteurs. On
a fait ça donc, pour les transports, pour le bâtiment, donc à la fois résidentiel et tertiaire, et pour l'industrie. Donc, avec tout ça, on atteint une très grande majorité des consommations d'énergie et un peu moins, mais quand même la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il manque en particulier, donc c'est le plus gros manque, l'agriculture. Donc, pour des raisons de temps et de structure des données, on n'a pas pu faire le même travail pour l'agriculture. Une précision importante, le but de ces résultats, de cette étude, c'est de donner des tendances, des dynamiques, des ordres de grandeur. C'est-à-dire que c'est pas à prendre au mégawattheure près, ou bon, là 100%, après dans la suite, il y aura des données physiques, ou à la tonne de CO2. Donc, il y a beaucoup derrière d'hypothèses, forcément de simplification, donc c'est pas à prendre vraiment à la virgule près, mais ça donne des tendances. Voilà, donc sur l'étude, n'hésitez pas si je vois qu'il n'y a pas de questions, mais ça sera un problème. Mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce stade, surtout n'hésitez pas parce que la suite découle quand même de ce que je viens d'expliquer. Puisque donc ensuite je vais décliner les résultats secteur par secteur. Bon, là j'ai mis un mot de la méthodologie, je m'y arrête pas, mais c'est juste si jamais des personnes sont un peu spécialistes de ces questions, un peu expertes, c'est se demandent comment on a fait ça. Donc les grandes étapes, je passe vite, mais donc on a décomposé les consommations d'énergie globales en secteurs et sous-secteurs. Donc les secteurs, c'est ceux que je mentionnais, les sous-secteurs, c'est juste une désagrégation supplémentaire. Ensuite, on a exprimé les consommations d'énergie sous forme d'équations de Kaya. Donc c'est des équations sous forme de multiplication de différents facteurs. Ensuite, la méthode LMDI permet de passer à une décomposition additive des effets, donc une équation sous forme d'addition. Ensuite, on affecte chaque effet à un grand type de levier, donc efficacité, sobriété, etc. Et ensuite, on réagrège tout ça. Si vous n'avez pas compris ce passage-là, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment dans le détail de la méthodologie, mais ça n'est pas important pour comprendre la suite sur l'interprétation des résultats. Justement, donc je passe aux résultats. Donc d'abord une analyse globale, donc les chiffres agrégés. Donc l'évolution de la consommation d'énergie. Donc là, je dis global, c'est pas l'ensemble de la consommation d'énergie puisque ça se limite au secteur que j'ai mentionné. Donc ce qu'on peut voir, donc là, juste pour vous expliquer un peu la lecture du graphique que vous voyez. Donc chaque couleur correspond à un scénario, donc du S0 au S4. Et donc ensuite, on a les différents effets. Donc, par exemple, ce que vous voir, donc, je vais passer directement à la sobriété, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement. Comment ça se lit? Donc, pour le S1, qui est bleu foncé, l'effet de la sobriété, c'est de réduire les consommations d'énergie de 30%. Et donc, on voit que pour le S2, c'est un peu moins, pour le S3, c'est beaucoup moins, et pour le S4, c'est positif, donc de l'ordre de 8%. Donc, c'est-à-dire qu'on a un effet d'ébriété. Donc, on est à l'inverse de la sobriété. Voilà comment se lisent ces graphiques. Et donc, ce que je viens d'expliquer sur les chiffres sur la sobriété, ça permet de tirer le premier grand enseignement qui peut paraître évident, mais qui en fait n'allait pas de soi, qui est que les scénarios vont bien du plus sobre au moins sobre. Puisque, comme je vous le disais, on avait construit des narratifs d'abord, et donc implicitement, effectivement, ils étaient classés du plus sobre au moins sobre, pardon, mais on ne s'était pas donné de critères quantitatifs. Donc, bon, on a été évidemment soulagé de voir qu'ils étaient bien rangés dans l'ordre qu'on avait prévu, et donc le quantitatif confirme le qualitatif. Un autre enseignement, c'est que l'efficacité est majoritaire dans la réduction des économies d'énergie, les réductions de consommation d'énergie. En fait, il y a une prédominance quand même de la rénovation des bâtiments, donc qui est classée en efficacité, qui est le premier levier de réduction des consommations d'énergie. Et donc, ça écrase un peu les autres effets. Donc, toutefois, la sobriété est assez importante. En voyant dans les deux scénarios, c'est des chiffres importants. Ça représente dans le premier scénario donc 30% de baisse de consommation d'énergie, soit 50% de la baisse totale dans ce scénario-là. Donc, c'est quand même un effet important. On voit aussi que plus le scénario est sobre, plus la consommation globale est faible. Donc là, vous voyez tout à droite, les barres, elles sont classées dans le même ordre que les barres sobriété. Donc c'est-à-dire que le S1, c'est le plus sobre et c'est celui qui globalement permet le plus d'économie d'énergie. Et en fait, c'est lié au fait que d'un scénario à l'autre, on voit que c'est la sobriété qui varie le plus.
C'est-à-dire que là, si vous regardez la partie sobriété du graphique, ça varie énormément. C'est-à-dire que la barre bleue, elle est beaucoup plus grande que la barre jaune et la barre orange, elle est pas dans le même sens. Donc il y a vraiment des très grosses variations par rapport à l'efficacité où on voit que c'est quand même beaucoup plus proche. Et en fait, ce qui distingue le plus les scénarios, c'est quand même le recours à la sobriété. Et donc, c'est ce qui explique que plus c'est un scénario est sobre, plus globalement la consommation est faible. Si on regarde donc pareil au global pour les émissions de gaz à effet de serre, donc bon, il y a évidemment des enseignements communs, donc je reviens pas dessus, donc les scénarios vont du plus sobre au moins sobre, mais donc quelques effets spécifiques qu'on voit sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est la décarbonation, c'est le premier levier. Donc en fait, ça vient donc surtout de la décarbonation de l'énergie. Il y a une partie de décarbonation des procédés industriels, mais c'est quand même surtout de la décarbonation de l'énergie. En fait, dans tous les scénarios, on a quand même des hypothèses de changement de mix énergétique et de décarbonation de chaque vecteur qui sont assez forts. Et donc, la décarbonation, c'est le plus important. Toutefois, il faut quand même pas sous-estimer l'importance des autres leviers et en particulier voir que plus la consommation est faible, donc via la sobriété et l'efficacité, plus il est simple de décarboner. C'est-à-dire moins on a à produire et plus c'est facile de le produire avec des énergies renouvelables, pour le dire autrement. Toutefois, la sobriété n'est pas complètement écrasée. Hein. L'effet de la sobriété est assez élevé. Donc, on a jusqu'à moins 26% dans le scénario 1. Donc, c'est la deuxième barre bleue que vous voyez au-dessus de sobriété. Donc, c'est le scénario le plus sobre. Il va jusqu'à moins 26%. Bon, quelque chose qu'on ne voit pas ici, mais hein, d'autres effets de la sobriété, c'est que les scénarios les plus sobres, donc le premier et le deuxième, ont des émissions nettes plus faibles. Donc émissions nettes, c'est-à-dire les émissions positives moins les émissions négatives liées au puits, soit naturelles, soit technologiques. Donc ça, c'est les émissions nettes. Et donc dans les scénarios sobres, les émissions nettes sont plus faibles. On va au-delà encore de la neutralité carbone avec des émissions nettes négatives. Et on a aussi moins d'empreintes carbone. Donc ça, c'est en tenant compte des émissions importées et exportées. Enfin, moins d'empreintes carbone et moins d'empreintes matière. Donc en gros, les consommations de matériaux, pour le dire simplement. Donc tout ça, c'est réduit grâce à la sobriété des scénarios. Et un autre effet, donc là non plus qu'on ne voit pas, mais qui sont bien présents dans les calculs qu'on a fait, c'est que les scénarios les plus sobres permettent une réduction plus rapide des émissions de gaz à effet de serre. Et donc le point de passage à 2030 est assez net et différencie bien les scénarios. Euh, et donc ça a une implication quand même importante qui est que l'effet de serre cumulé est du coup moins important. Donc voilà les grands enseignements généraux que je voulais vous donner. Donc ensuite il y a la même chose secteur par secteur. Donc pour les transports, voilà les résultats qu'on voit. Donc c'est sous la même forme, ça se lit de la même façon. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que quand même la sobriété peut être le premier facteur de baisse de consommation d'énergie. Donc là, pour les transports, et en fait ce sera la même chose pour l'industrie, on n'a pas l'effet rénovation qui donne une importance très importante à l'efficacité et donc qui minore un peu l'effet de la sobriété. Dans les transports et l'industrie, les scénarios sobres eh bien, montrent que la sobriété peut être le premier facteur pour ce qui est de l'énergie. Donc c'est plus important que l'efficacité. Euh, Par contre, pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le graphique de droite, on voit que pour chaque scénario, c'est la décarbonation qui est le premier facteur. Quand je dis chaque scénario, bon, parfois c'est pas vrai pour le premier scénario, le S0, qui est en fait un scénario très différent, qui est tendanciel, qui correspond pas à la modélisation qu'on a faite. Hein, donc parfois je dis tous les scénarios, en fait, ça exclut le S0, et je me concentre vraiment sur les 4 scénarios qu'on a construits et qui atteignent la neutralité carbone. Hein, parce que le S0, je l'ai pas dit, mais n'atteint pas du tout la neutralité carbone. Donc, je disais, oui, la décarbonation de l'énergie, c'est le premier facteur. Et elle se fait principalement après 2030, parce qu'en fait, dans le transport, il y a une conversion type de motorisation, etc., euh, qui prend du temps, en fait, qui est nécessaire à la décarbonation, mais qui prend du temps. Et donc, ça a lieu surtout après 2030.
Et on voit aussi, en effet notable, quand même une très forte ébriété tendancielle dans le S0, donc qui est le scénario tendanciel, et dans le S4, hein, qui poursuit, même qui accentue cette tendance, et qui est dû globalement à la hausse de demande de transport, à la fois en voyageurs et en marchandises, et à une désagrégation des flux qu'on observe déjà. Donc, en gros, désagrégation des flux, c'est que on livre de plus en plus de colis de manière individualisée. Bon, je le dis assez rapidement, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est en gros ça l'idée. Voilà, un petit camion qui va transporter un petit colis plutôt qu'un très gros camion qui va livrer à un magasin. Donc, voilà, c'est notamment l'effet de la livraison à domicile, etc. Voilà sur les transports, ce que je pouvais en dire. Je redis, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Et sinon, à la fin, si jamais il y en a, j'y répondrai avec plaisir. Pour l'industrie, voici les chiffres qu'on a. Et donc là, de la même façon, la sobriété est majoritaire, donc c'est encore plus vrai. Donc ici, la sobriété dans l'industrie, c'est un statut un peu différent puisque c'est en fait la baisse de la demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de sobriété du secteur industriel lui-même qui décide de revoir ses habitudes. C'est plutôt dans les secteurs consommateurs des biens industriels. Donc, en fait, bon, en gros, tous les secteurs économiques, hein, le bâtiment, les transports, bon, l'électronique, etc., enfin, la pharmacie. Donc, tous ces secteurs consommateurs de biens industriels, enfin, biens industriels au sens très large, hein, tout ce qui sort d'usine, en fait, baissent leur demande par sobriété. Et donc, c'est ça qu'on voit en effet sobriété de l'industrie. Donc c'est un peu différent par rapport aux autres secteurs. Et donc on voit que cette sobriété, elle est majoritaire dans les deux premiers scénarios. C'est un scénario le plus sobre pour les consommations d'énergie. Donc c'est ce qui permet en premier lieu de baisser la demande en énergie. La consommation d'énergie, c'est la sobriété. On voit un effet assez net de la relocalisation dans le deuxième scénario sur les consommations d'énergie. Donc, ça me permet de un peu expliquer ce que c'est le facteur commerce international qui n'était pas présent pour les transports. En fait, donc c'est un autre effet qui n'est ni de la sobriété ni de l'efficacité, mais c'est juste en fait pour refléter le fait que à demande domestique constante, le niveau d'exportation et d'importation a un impact sur les consommations d'énergie. Puisque si la demande domestique en acier, par exemple, ne varie pas, et la même, on a besoin toujours pour la consommation en France métropolitaine d'une quantité fixe d'acier, si on se met à plus exporter ou à plus importer, bah, ça veut dire qu'on va moins produire ou plus produire sur le territoire, et donc avoir une consommation d'énergie domestique plus ou moins importante. Et donc dans le S2, donc c'est au-dessus du commerce international, la petite barre rose, vous pouvez voir qu'elle est assez positive. Et donc ça vient du fait qu'on relocalise, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas forcément plus domestiquement, mais il y a certaines industries qui sont relocalisées, donc ce qui avant était importé et donc n'était pas pris en compte dans les consommations d'énergie domestique, est maintenant pris en compte puisque c'est des usines en France qui vont consommer de l'énergie en France. Et bon, cela dit, on ne voit pas cet effet en émissions de gaz à effet de serre. En fait, ça vient du fait que les industries en question, c'est beaucoup en fait des industries qui sont décarbonées, notamment via l'hydrogène. Donc, enfin, il y a de l'acier qui est fait par four électrique et par DRI. Enfin, je rentre pas trop dans le détail, mais c'est un mode de production qui implique de l'hydrogène. Et aussi de l'ammoniac qui est produit à partir d'hydrogène, qui est largement relocalisé dans le deuxième scénario, mais donc avec des vecteurs énergétiques largement décarbonés. Donc, on a une hausse de la consommation d'énergie due à la relocalisation, mais pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Pour pardon, les émissions de gaz à effet de serre, on voit que le premier effet, je vois quelqu'un qui lève la main. Je vous propose, si ça vous va, de faire une question. Je sais pas qui c'est, mais
Je propose de faire une question dans l'onglet questions-réponses et si on a le temps et si c'est nécessaire, vous donner la parole à la fin. Voilà, la personne qui a levé la main, si ça vous va, je propose de faire comme ça. Donc je disais, oui, pour les émissions de gaz à effet de serre, le premier levier, c'est la décarbonation. Donc à la fois décarbonation des procédés et de l'énergie. Donc bon, la décarbonation de l'énergie est plus importante en effet. Et d'ailleurs, la décarbonation des procédés est plus difficile. Et en 2050, les émissions de gaz à effet de serre viennent principalement des procédés, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. On est plutôt à deux tiers des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'énergie et un tiers des procédés. Et en fait, la hiérarchie s'inverse en 2050 parce que c'est plus difficile de décarboner certains procédés. Mais en tout cas, la décarbonation, donc à la fois de l'énergie et des procédés, c'est le premier levier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, bon, ça vient, comme je le disais, pour les transports ou pour l'analyse globale. En fait, on a vraiment mis des hypothèses fortes, mais qui nous semblent réalistes et nécessaires sur la décarbonation des différents vecteurs énergétiques. Donc on a vraiment des facteurs d'émissions qui très très nettement baissent d'ici 2050, et donc voilà, qui donnent un effet de décarbonation très important. Donc l'efficacité, c'est à la fois de l'efficacité énergétique et de l'efficacité matière. Donc l'efficacité matière, en gros, c'est pour faire la même chose, on a besoin de moins de matière, et donc dans les process, ça consomme moins d'énergie, pour le dire très simplement. Bon, l'efficacité matière, en fait, en énergie, gaz à effet de serre, c'est pas énorme, mais cela dit, ça a d'autres intérêts, et notamment bah, les pressions sur les ressources sont moins importantes. Alors, bon, c'est une bonne question. Donc, je sais pas si c'était la personne qui levait la main, donc, j'ai une question qui est, je sais pas si tout le monde peut les voir, donc je vais vous lire. Le dérèglement climatique étant global, pourquoi la relocalisation ne pourrait pas être interprétée comme des émissions négatives? Relocaliser en France permet des économies de gaz à effet de serre par rapport à la Chine. Bon, alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, en fait, c'est lié à la manière de compter tout ça. Quand on parle enfin, quand la France se fixe la neutralité carbone comme objectif en 2050, c'est la neutralité carbone des émissions nettes domestiques. Donc, bien des émissions qui sont émises sur le territoire et donc qui ne prennent pas en compte les émissions qu'on appelle importées, donc c'est-à-dire en gros le contenu carbone des différents biens et services qui sont importés en France et dont les émissions de gaz à effet de serre ou les consommations d'énergie ont eu lieu dans un autre pays. À l'échelle globale, effectivement, l'important pour limiter le dérèglement climatique, c'est bien les émissions globales. Et en fait, on fait de plus en plus de travaux sur ce qu'on appelle l'empreinte. Donc, il se distingue des émissions territoriales en prenant en compte à la fois les émissions importées, donc par rapport aux émissions territoriales, quand on parle d'empreinte carbone, on ajoute les émissions importées et on enlève les émissions exportées. Donc, on a un feuilleton empreinte qui traite de toutes ces questions et donc de l'intérêt notamment qui est signalé par la personne qui fait ce commentaire, l'intérêt de la relocalisation dans une optique de réduction de l'empreinte. Donc ça, c'est considéré dans le feuilleton empreinte qui va être publié en même temps que cette étude-là, donc a priori fin octobre. On a aussi une étude là, qui va sortir bientôt qui donne des éléments sur cette empreinte carbone. Enfin, c'est une étude plus exactement du CITEPA qui a été aidé par l'ADEME, qui va sortir prochainement. Donc on s'intéresse de plus en plus à ces empreintes et effectivement, c'est une métrique qui est quand même plus complète et qui, bah, étant donné le caractère global du dérèglement climatique, est pertinente à certains égards, mais enfin, également beaucoup plus compliquée. Et donc, alors, l'empreinte carbone à 2 tonnes de CO2, effectivement, en fait, euh, alors, je ne pourrais pas vous dire sur la raison de la SNBC qui est en cours. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse là sur l'objectif de 2 tonnes de CO2. Alors, 2 tonnes de CO2, c'est un objectif qu'on entend souvent qui en gros vient il vient probablement pas à l'origine du GIEC, mais c'est quand même eux qui l'ont un peu, disons, diffusé, popularisé.
L'idée du 2 tonnes de CO2, c'est pas en empreinte, c'est en fait c'est en émission, mais pas en émission nette. Et c'est en gros l'idée, c'est qu'à l'échelle de la planète, les capacités d'émission négatives seraient de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par habitant. Et donc, pour être neutre en carbone, il faut autant d'émissions positives que négatives. Et donc, on se limite en émissions positives à 2 tonnes de CO2. Alors, il est possible que la SNBC se fixe un objectif de 2 tonnes de CO2 en empreinte, mais j'avoue ne pas avoir l'information. Après, la SNBC quand même raisonne surtout en émissions plus qu'en empreinte, mais il est possible que dans la révision, il y ait une notion d'empreinte. Voilà, désolé, j'ai pas la réponse. Voilà donc les réponses aux questions et dans la mesure de ce que je peux répondre et sur l'interprétation des résultats pour l'industrie. Maintenant, je passe au bâtiment, donc en séparant résidentiel et tertiaire. Donc le résidentiel, donc là, voilà les chiffres. Donc on voit, comme je l'annonçais tout à l'heure dans l'analyse globale, un effet très fort de l'efficacité qui vient de la rénovation, puisque l'enjeu principal pour le secteur résidentiel, enfin ce sera la même chose pour le tertiaire, c'est la baisse des consommations d'énergie et du contenu carbone d'énergie pour le chauffage des logements. Et donc les leviers pour répondre à cet enjeu, c'est la rénovation des bâtiments. Donc ça, c'est de l'efficacité. Donc ça se voit dans le levier efficacité. Et donc dans le graphique de gauche, on voit que c'est largement prédominant. Et l'autre réponse, c'est la décarbonation de l'énergie. Et donc, ça, vous pouvez le voir sur le graphique de droite, au-dessus de décarbonation. Donc, c'est vraiment les deux leviers les plus mobilisés, les plus importants et les plus massifs. Et donc, ça explique que par rapport aux autres secteurs qu'on a présentés avant, la sobriété est nettement moins importante. Toutefois, elle est quand même non négligeable, hein. Donc, on voit que ça représente dans les deux premiers scénarios 17 et 12% de la baisse globale de la consommation d'énergie. Donc, c'est quand même très loin de négligeable, hein, 17%. On peut dire que c'est un effet important et on peut aussi, on va dire que c'est une première étape, disons, logique avant de réussir à être plus efficace, de déjà supprimer ce qui n'est pas utile ou ce qu'on peut juger ne pas faire partie des besoins. Et il y a aussi un autre effet qui est important, c'est que plus on réduit les consommations, bah, plus c'est facile d'être efficace et décarboné. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que la sobriété sert à rien. Et en fait, dans même certains sous-secteurs, on, on voit qu'en fait la sobriété peut être majoritaire dans la réduction de la consommation de certains sous-secteurs du secteur résidentiel, notamment la consommation des équipements ménagers et électroniques, qui est en fait le sous-secteur sur lequel la sobriété a le plus gros impact, hein, davantage que le chauffage. Alors peut-être qu'on a sous-estimé le gisement de ressources de sobriété sur le chauffage, puisqu'on a vu donc l'hiver dernier quand même que la consigne des 19 degrés a été pas mal appliquée. En tout cas, la réduction de manière générale de la consigne de chauffage, donc ce qui est un effort de sobriété et qui peut-être conduit à des effets plus importants que ce qu'on avait modélisé à l'époque. Sur la sobriété, on peut aussi, donc là on ne le voit pas, mais on voit dans le détail des données qu'elle produit ses effets davantage après 2030. Et en fait, elle vient de la sobriété qui a été nommée sobriété d'activité, c'est-à-dire la réduction du nombre de logements, de la surface des logements et du nombre d'équipements, davantage que la sobriété d'usage qui correspond à la réduction de l'intensité d'usage des équipements. Je me rends compte que j'ai oublié une mention quand même assez importante, c'est que sur la partie de bâtiment, l'étude a été faite avec Enerdata. Voilà, donc je me devais de les citer, j'ai mis le petit logo en haut à droite. Sur transport et industrie, c'est des calculs faits en interne ADEME. Et pour le résidentiel et le tertiaire, ça a été fait avec Enerdata. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur le résidentiel. En fait, il y a beaucoup de ces enseignements qui sont vrais aussi pour le tertiaire. Mais donc, je vais quand même vous montrer évidemment les résultats pour le tertiaire, après quelques enseignements spécifiques. Mais bon, on voit à nouveau, je le redis parce que c'est quand même important, que c'est la rénovation et la décarbonation d'énergie de chauffage qui est prédominant. Et donc, ça se voit très nettement dans les graphiques. Toutefois, on voit que l'effet de la sobriété, donc, encore une fois, n'est pas négligeable et même un peu plus importante que pour le secteur résidentiel. Donc, ça représente jusqu'à 30% des baisses de consommation d'énergie. Donc, ce qui est quand même important malgré donc l'effet important aussi, enfin, et nettement plus
de la rénovation, on voit que la sobriété, c'est quand même un dispositif, enfin, pas un dispositif, mais un levier, disons, pivot important pour atteindre les baisses de consommation d'énergie qu'on a imaginées pour les scénarios sobres. La sobriété, là, dans le tertiaire, elle est principalement due à l'intensification de l'usage des bâtiments. Donc, c'est-à-dire, bah, globalement, en fait, donc la réduction de besoins de surface de bâtiments tertiaires et donc l'intensification des bâtiments qui existent. Et donc, on peut qualifier ça de démarche de sobriété foncière. Et donc, contrairement au logement, au résidentiel, pour lequel je disais que la sobriété produisait ses effets avant 2030, là, c'est plutôt après 2030, puisque c'est des logiques quand même plus compliquées à mettre en œuvre. Ah, je vois qu'il y a une question sur l'écran bloqué. Eh bien, je ne peux pas vous répondre, mais donc là normalement, ça affiche la page tertiaire. Donc, ouais, si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien la page tertiaire et que c'est pas bloqué, sinon, il me semble qu'il est possible de mettre pause hein, sur le défilement et slide d'identité. Ah oui, c'est la même personne. Je sais pas, soit Ouberi, soit quelqu'un en question-réponse, il pouvait me dire si vous voyez bien la page tertiaire. Oui, moi je vois bien la page tertiaire évolution de 2015 à 2050. Super, ouais, merci Aubry. Bah, en fait, je pense donc la personne qui a signalé ça, en fait, il me semble qu'on peut mettre en pause le défilement des slides, donc c'est peut-être ce que vous avez fait. Sinon, peut-être vous déconnecter, reconnecter. Euh, donc, alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Pour la sobriété foncière, avez-vous un ratio prix des différents scénarios? Hum, Désolé, je ne comprends pas la question. Euh, ouais. Un ratio mètre carré. Ah, alors. Pas en tête, pas en tête, mais je peux chercher ça, je peux chercher ça. Alors, en fait, pour vous donner une idée, donc je regarde en même temps si je l'ai facilement, mais je vais pas perdre trop de temps à le chercher. En fait, c'est bien comme ça que ça a été modélisé, c'est-à-dire on a modélisé les différentes données et les différentes évolutions, et donc on s'est dit, donc bon, c'est plus détaillé pour le résidentiel, mais voilà, pour le résidentiel par exemple, on s'est dit, il y a 30% de gens qui vont faire un effort pour prendre moins de douches chaudes, et donc ça a un impact de temps, et, etc. Et donc en usage, en fait, en sous-secteur, on a tout détaillé avec des hypothèses de ce type. Et, et donc, alors, en l'occurrence, je pense pas avoir ça facilement. Non, désolé, j'ai pas de chiffres. Après, une, je peux quand même vous renvoyer je peux quand même vous renvoyer vers l'étude donc Enerdata. En fait, donc là cette étude elle va sortir fin octobre, mais le volet bâtiment soit est sorti aujourd'hui, soit va sortir. C'est vraiment une question de jour. Et donc là, ce sera vraiment ce qui aura de plus détaillé sur ce qui a été fait et donc, vous aurez accès au niveau le plus fin de modélisation qui a été fait sur le tertiaire. Euh, voilà. Et juste quand même pour dissiper, alors je sais pas, je dis pas que c'est ce que vous avez compris, mais j'en profite quand même. Donc là, on part de ratio mètre carré de bureau par employé. Donc, enfin, le tertiaire, c'est plus large. C'est le tertiaire en général. Donc voilà, c'est plus large que les bureaux. Enfin, donc, par exemple, il y a les cafés, les commerces, c'est d'en faire ça. Voilà. Donc, enfin, vous l'aviez probablement en tête, mais j'en profitais quand même pour pas donner d'idées fausses en relisant la question. Euh, donc je reprends le fil. Ouais, donc j'en étais au deuxième point. Enfin, j'avais dit ce que j'avais à en dire, et donc bon, le dernier point, c'est que la décarbonation est largement majoritaire. Donc, en fait, c'est un effet qui est déjà observé dans le résidentiel.
Donc voilà sur l'interprétation des résultats. Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc il reste encore quelques minutes si jamais il y a des questions. Donc j'ai répondu à, je pense pas en avoir raté, mais avec cette histoire de sled qui défile, il y a eu pas mal de commentaires, mais je revois. Je crois que j'ai pas raté de questions. Mais donc voilà, je suis à votre disposition pour quelques minutes. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même si c'est sur des parties qui ont été présentées plus tôt. Dans tous les cas, je vous invite à être attentif aux publications de l'ADEME, a priori fin octobre. Euh, donc, à la fois cette étude-là et puis d'autres études sur la sobriété. Il devrait y avoir aussi des communications sur les co-bénéfices de la sobriété. Donc là, j'en ai assez peu parlé. En fait, la sobriété, ça ne permet pas uniquement de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ça a d'autres intérêts. Et donc, il va y avoir des publications sur d'autres choses, des analyses de risque, un feuilleton sur le numérique, sur les empreintes carbone et matière et peut-être une ou deux publications Google. Serait-il possible d'avoir le replay? Alors là, j'ai pas la réponse. Gary, je te laisse répondre. Alors oui, il y aurait le replay qui sera effectivement édité de notre côté et ensuite je pourrais vous mettre tous les liens des différentes vidéos à votre disposition. Voilà, donc on les mettra tous sur YouTube d'ici la semaine prochaine. Euh, Là, vu qu'il y a le temps, peut-être que s'il n'y a pas de questions de ménage, je mentionne aussi autre chose, donc qui sera peut-être évoqué dans la table ronde qui suit à 11 heures. Mais sur le tertiaire résidentiel, il va y avoir aussi des communications sur des travaux qui ont été menés pour comprendre un peu mieux les évolutions récentes des consommations d'énergie, puisque donc il y a eu des baisses dans cet hiver, il y a eu des baisses assez importantes de consommation d'énergie, et donc il y a tout un travail qui a été mené piloté par le plan bâtiment durable du ministère de la transition énergétique, avec l'ADEME et impliquant des bureaux d'études. Et donc, il y a la communication qui va être faite dans ce cadre-là, mais je sais que le plan bâtiment durable participe à la table ronde suivante. Donc, j'imagine qu'un mot en sera dit, mais voilà, si la thématique vous intéresse, vous pouvez regarder dans les semaines à venir les publications, les communications qui vont être faites dans ce sens. Y a-t-il un coût en euros associé à chaque scénario? Oui, la réponse est oui. En fait, il y a une. Alors, dans les différents feuilletons, là où vous aurez ce qui ressemble le plus à une réponse à votre question, ce sera dans le feuilleton macroéconomique, donc qui a ce genre de considération. Donc, je vous invite à regarder. Donc, bon, il y a un site ADEME qui est consacré à cet exercice-là. Bon, j'ai pas l'adresse en tête par cœur, ça doit être quelque chose comme futurentransition.adem.fr, mais sinon, si dans un moteur de recherche, si vous tapez Transition 2050 ADEME, vous tomberez dessus directement. Et donc là, vous pourrez voir tous les feuilletons. Donc, bon, il y a énormément de publications, hein, il y a des milliers de pages, je pense que personne n'a tout lu, mais tout est intéressant et ça aborde beaucoup d'aspects différents. Et donc, cherchez le feuilleton macroéconomie, ça vous donnera des éléments. Et il y a aussi une autre manière d'appréhender le coût, donc pas forcément en euros, mais disons le coût, les différents coûts, les différents impacts. Et donc ça, ce sera détaillé dans les publications à venir, donc notamment via l'analyse de risque et via les empreintes carbone et matière, qui sont une autre manière de voir les impacts des scénarios. Et je mentionne aussi dans le même ordre d'idée, donc c'est une étude encore qui n'est pas publiée, mais qui va être publiée, pour le coup, j'ai pas le calendrier, c'est moins prochainement, mais d'ici la fin de l'année quand même, sur les mesures possibles associées aux différents scénarios, enfin, les mesures qui pourraient permettre de nous mettre sur le chemin des différents scénarios. Donc ça répond aussi, c'est un élément de réponse à la question. On est à 5 minutes de la fin du créneau, donc c'est très bien. Ça permet à ceux qui vont assister à la table ronde suivante de souffler un peu.
Cela dit, s'il y a encore une ou deux questions, je peux les prendre, mais sinon, si on n'a pas, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos questions et pour votre attention à tous. Et merci encore pour l'organisation de l'événement et l'invitation à Citron. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Valentin.